toutes, bonjour à tous. Alors, on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale RSM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre format et qui nous rejoignent pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents et larges domaines d'expertise RSM, que ce soit social, fiscal, financier ou encore RH. Cette semaine, on se retrouve avec une thématique spéciale RSE, donc Omnibus et CSRD, pour décrypter avec un de nos partenaires le retour d'expérience des premiers reportings de durabilité. Donc, pour ce qui est de nos intervenantes de ce matin, nous sommes accompagnés de Laure Raza, donc directrice solutions sustainability chez K-Shuttle, et de Charlotte Jonchère, donc qui est manager conseil et audit RSE chez RSM. Nous avons aussi Jeanne Richer de chez K-Shuttle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'audit, expertise comptable et conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité parce que nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est aussi un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit d'expertise comptable et conseil. Et pour finir cette introduction, donc quelques mots sur notre partenaire du jour sur ce webinaire, K-Shuttle, qui est un éditeur français de logiciels spécialisé dans le pilotage de la performance extra-financière grâce à sa plateforme réglementaire pour le reporting ESG. Je vais du coup laisser la parole à nos intervenantes pour décrypter ce sujet. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, le sujet du jour, c'est la CSRD. On peut difficilement commencer ce sujet sans vous parler un peu des actualités. La CSRD, rapidement, vous le savez, c'est une directive européenne qui a été transposée en droit français en décembre 2023 et qui vient rendre obligatoire et normer le reporting extra-financier, le reporting de durabilité pour un certain nombre d'entreprises européennes via une application progressive en plusieurs vagues successives. La vague 1 étant les entreprises qui viennent ou qui sont en train de publier leur premier rapport de durabilité sur l'exercice 2024. Le 26 février dernier, donc très récemment, la Commission européenne a rendu publique une proposition de modification de cette directive CSRD. Et donc, on va rapidement vous donner les principales modifications présentées par ce texte. Et on va surtout focuser sur la CSRD. Elle se découpe en 2 volets principaux. Le premier qui est le volet Stop the Clock, qui vient proposer un report de 2 ans du calendrier d'application initial de la CSRD, donc qui touche les vagues 2 et 3. La vague 2 étant celle qui doit publier son premier rapport CSRD sur l'exercice 2025. Elle serait repoussée de 2 ans et également pour la vague 3 sur l'année suivante. Tout le volet content, lui, comprend un certain nombre de modifications qui viennent simplifier la CSRD. Le premier élément étant un nouveau seuil, une proposition de nouveau seuil discriminant à hauteur de 1000 salariés, ce qui impliquerait que toutes les entreprises initialement soumises qui seraient en dessous de ce seuil de 1000 salariés sortiraient du périmètre d'application. Ça représente 80% des entreprises au niveau européen. Également, un contenu d'exigence de publication qui serait simplifié, modifié. Il viendrait réduire le nombre de data points. Les data points, ce sont les données qu'on vous demande de publier, avec un focus fait sur la partie quantitative plus que sur la partie qualitative. Tout cela maintenant pour autant le principe de double matérialité qu'on vous expliquera juste après. Il est également mentionné une suppression des ESRS sectoriels qui était prévue et également une suppression de l'assurance raisonnable. L'assurance raisonnable, donc nous, RSM en tant que OTI, en tant que CAC durabilité, aujourd'hui, on vient auditer les premiers rapports de durabilité sur l'assurance limitée. Elle devait, a priori, à l'horizon 2028, passer à une assurance raisonnable. Et ça, là, voilà, Omnibus propose de supprimer cette partie-là.
Dernier point important, c'est sur la chaîne de valeur. Une des vertus de la CSRD, c'est de pousser les entreprises à analyser sa chaîne de valeur et à aller collecter un certain nombre de données auprès de ses partenaires en amont, en aval, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Omnibus propose un value chain cap, donc un plafond qui viendrait limiter le nombre de données à aller collecter sur sa chaîne de valeur auprès de ses partenaires non soumis, donc en dessous du seuil des 1000 salariés. Et cette limite serait donnée via une nouvelle norme qui serait basée sur le cadre, le standard actuel VSME, qui est un travail de l'EFRAG et qui aujourd'hui est public et qui vient guider les entreprises sur un reporting volontaire. Donc, c'est une version finalement assez allégée de la CSRD. Aujourd'hui, ce texte omnibus est une proposition de la Commission européenne. Il rentre à ce stade dans un processus législatif au niveau européen qui va prendre un certain temps. Il rentre dans une phase qu'on appelle de trilogue entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement, qui peuvent à tour de rôle apporter des amendements à ces propositions. Et une fois qu'ils se seront mis d'accord sur un texte, ce texte devra être transposé dans les droits des États membres, dans les droits nationaux. Donc, à ce stade, on ne sait pas encore, on ne connaît pas le contenu définitif de ce texte, ce n'est qu'une proposition à ce stade, et on ne sait pas non plus quel sera le timing de validation de cette directive et de transposition dans les droits nationaux. Sachant que la partie stop the clock devrait a priori être la plus rapide et devrait pouvoir se préciser, on l'espère, dans les semaines ou dans les mois à venir. Comment est-ce qu'on anticipe au mieux quand on fait partie d'une entreprise qui devait publier sur notamment les vagues 2 et 3 ? Évidemment, pour tous ceux parmi vous qui êtes au-dessus du seuil de 1000 salariés, on vous recommande vivement de poursuivre vos efforts, de continuer votre feuille de route RSE, certainement déjà engagée sur une mise en conformité CSRD. Pour ceux qui sont en dessous du seuil des 1000 salariés, là, il y a un flou, évidemment, pour vous, puisque, a priori, si le texte est maintenu en l'état et qu'il est transposé également en l'état en droit français, vous sortiriez du périmètre d'application du reporting obligatoire. Dans ce cas de figure, l'analyse de double matérialité, on ne sait pas encore si elle serait maintenue. Ça reste tout de même un exercice hyper structurant et on va y revenir juste après, à la fois pour votre stratégie d'entreprise, mais aussi pour la définition de vos priorités en matière de durabilité. Donc là, le message, c'est que l'analyse de double matérialité, qu'elle soit obligatoire ou volontaire, reste un exercice hyper stratégique pour vous. Et puis, le cadre volontaire, aujourd'hui, VSME, avec peut-être un nouveau cadre à venir, qui sera précisé, serait à ce moment-là pour vous un format à considérer au regard de votre secteur, au regard de vos enjeux de durabilité, de votre chaîne de valeur, sachant que le VSME, aujourd'hui, il a été construit avec les institutions financières. Donc, ça vous assure de répondre aux exigences de vos banques, par exemple. Et puis, ça vous permettrait aussi d'anticiper les demandes des grands comptes de votre chaîne de valeur sur un reporting à venir en ce qui les concerne. Ceci étant dit, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous présenter nos premiers retours d'expérience. Nous, en tant que cabinet de conseil et d'audit, on a accompagné un certain nombre de clients sur leur premier exercice de reporting durabilité format CSRD. Et donc, on va commencer sur l'étape stratégique, la première étape qui est celle de la double matérialité et du cap analysis. Alors, d'abord, la double matérialité, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à présent, en RSE, on était plutôt avant la CSRD, on était plutôt sur un format de simple matérialité. On parlait beaucoup de matérialité d'impact, c'est-à-dire en quoi mon entreprise a des impacts positifs ou négatifs sur l'environnement et la société. Ça, c'était le principe assez répandu jusqu'à présent en RSE pour analyser ces enjeux prioritaires. Dorénavant, la double matérialité apporte un deuxième prisme, qui est celui de la matérialité financière. Donc, c'est en quoi les enjeux de durabilité, les enjeux ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance, peuvent venir représenter pour la situation financière de mon entreprise des risques ou des opportunités à venir.
cette double matérialité, à la fois côté impact et côté risque et opportunité, doit s'étudier, s'analyser sur l'intégralité de sa chaîne de valeur. Là, j'insiste un peu parce que ce n'est pas toujours un exercice naturel en entreprise. Il faut vraiment s'assurer qu'on appréhende l'ensemble du périmètre, donc vraiment depuis le tout début de sa chaîne de valeur, l'extraction des matières premières, par exemple, qui rentrent en compte dans la production de vos services ou de vos produits, jusqu'à son utilisation finale par les consommateurs, tout au bout de chaîne. Même si vous êtes un maillon de la chaîne assez éloigné, vous avez aussi un intérêt à analyser ces impacts, risques et opportunités à ces différents niveaux. Vous devez aussi, une fois que vous aurez donc vos 0, impact, risque et opportunité, aller les mapper sur des horizons de temps à court, moyen et long terme. Quel est l'intérêt de passer par cet exercice de l'analyse de double matérialité? Alors, effectivement, ce n'est pas uniquement pour répondre aux contraintes et aux exigences de la CSRD, mais on le voit en fait chez l'ensemble de nos clients qu'on a pu accompagner. C'est un exercice très structurant, très stratégique. On parle vraiment de notions de résilience, de pérennité. On analyse votre business model. On assure que dans le temps, vous pourrez, vous devrez peut-être le transformer ou le poursuivre pour assurer cette pérennité pour vous. Ça vous permet d'identifier aussi des enjeux RSE parfois nouveaux. Ce nouveau prisme de la matérialité financière est hyper intéressant et on le voit même dans des grands groupes qui ont une certaine maturité en RSE. Ça leur a parfois ouvert les yeux sur des enjeux qui n'avaient pas été identifiés jusqu'à présent, mais qui sont pourtant très importants à considérer. Par exemple, on accompagne pas mal d'entreprises dans le secteur de l'ameublement en France. On a parlé d'innovation ou d'offres à créer peut-être sur la seconde main, sur la réparabilité de leurs produits. Donc, ça devient un sujet hyper stratégique. C'est un exercice qui vous permet aussi d'embarquer votre direction, votre COMEX, votre CODIR sur ces sujets extra-financiers. Et puis, ça vous permet aussi, puisque la CSRD vous demande d'intégrer les intérêts de vos parties prenantes dans votre reporting extra-financier et dans la priorisation de vos enjeux, ça vous permet aussi d'engager le dialogue avec elles. Et on y reviendra, ça peut être très riche aussi, ça peut venir vraiment nourrir votre analyse et vos décisions. Alors, comment on s'y prend pour réaliser son analyse de double matérialité? Donc, la première étape, c'est de définir votre contexte de durabilité. C'est à ce stade que vous devez analyser votre modèle d'affaires, votre chaîne de valeur et les formaliser. Ça va vous permettre de définir votre périmètre d'analyse de double matérialité. Et à ce stade, on vous recommande vivement, dès cette étape, de constituer un comité de pilotage CSRD qui aura un rôle vraiment essentiel tout au long de votre processus de reporting extra-financier et qui pourra vous permettre dès le début d'identifier les contributeurs à les former, à les sensibiliser, de mobiliser l'ensemble des directions sur des sujets qui sont nouveaux, voire parfois un peu techniques. Deuxième étape, c'est l'étape de la qualification des sujets de durabilité potentiels. Là, vous allez devoir identifier donc vos sujets potentiels et la liste de vos 0, donc impact, risque et opportunité, qui font sens au vu de votre activité et de votre chaîne de valeur. Là, j'insiste un petit peu, l'écueil, la difficulté qui est souvent rencontrée, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble du périmètre de la chaîne de valeur. Troisième étape, une fois que vous avez la liste de vos 0 potentiels, vous allez venir les coter, donc les noter sur un certain nombre de critères qui vous sont fournis par la norme, par la CSRD. Donc, des critères sur les impacts, sur les risques et sur les opportunités, pour les sélectionner, pour les classer par ordre d'importance. Une fois que vous aurez noté donc, vos impacts, risques et opportunités, vous allez déterminer une note, donc un seuil de matérialité, au-dessus duquel vous considérez que ces 0 sont matériels pour vous. Donc, sont importants, sont pertinents, sont prioritaires pour vous. En termes de bonnes pratiques et de retour d'expérience, là, on vous recommande sur la partie de la matérialité d'impact, en termes de cotation, d'impliquer idéalement, ce n'est pas obligatoire, mais d'impliquer bien sûr vos parties prenantes internes, mais aussi vos parties prenantes externes
voire même des experts de certains sujets qui peuvent être parfois nouveaux pour vous. Sur la matérialité financière, là, on vous recommande vivement d'impliquer des experts en interne qui seraient à l'aise avec une notion de finance, de gestion des risques, parce qu'on touche vraiment du doigt ces problématiques-là. L'exercice de cotation étant assez nouveau, hein, donc il faut aussi faire preuve de pédagogie et il faut aussi appréhender, s'approprier et se familiariser avec cet exercice d'aller noter ces IRO. Donc, une fois que vous avez votre liste d'IRO matériels, à ce moment-là, vous rentrez dans l'étape 4 où vous allez pouvoir croiser vos IRO matériels avec la liste des thèmes et sous-thèmes proposés par la norme CSRD, puisqu'en fait, certains enjeux, certains sujets ne seront absolument pas représentés dans vos IRO. Il y aura certains sous-thèmes qui ne feront pas de sens, qui ne seront pas prioritaires au vu de votre activité. Et dans ces cas-là, ce que dit la norme, ce n'est pas de publier des données sur l'ensemble des sujets, mais bien sur ceux qui vous sont prioritaires. Donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, élaguer, éliminer un certain nombre d'exigences de publication qui ne font pas sens pour vous. Donc, vous passerez d'environ 1200 data points demandés de façon exhaustive par la norme, en tout cas présentés de façon exhaustive par la norme, à quelques centaines en moyenne de data points qui font sens pour vous et sur lesquels vous devez aller publier. À ce moment-là, vous rentrez dans l'étape du gap analysis. Alors, le gap analysis, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'analyse d'écart. C'est finalement une analyse entre l'ensemble des données sur lesquelles vous êtes attendu au vu de vos IRO, de vos enjeux prioritaires, et les données que vous avez aujourd'hui disponibles au sein de votre entreprise. L'idée étant d'aller échelonner dans le temps les données que vous voudrez publier dès la première année et celles que vous pourrez aller chercher et collecter les années suivantes. L'idée, la philosophie de la CSRD, ce n'est pas de dire vous devez, dès la première année, dès le premier exercice, tout publier, mais bien de dire que vous êtes dans une démarche de comply or explain. Donc, si vous n'avez pas la donnée à disposition, est-ce que vous êtes capable au moins de l'estimer? Et si ce n'est pas le cas, comment et quand est-ce que vous pourrez aller la collecter et la publier? Donc, vraiment d'expliquer à quel horizon vous serez en mesure de publier telle ou telle donnée qui n'est pas aujourd'hui disponible. Ça va vous permettre effectivement de rentrer dans la dernière étape de ce volet-là, qui est d'ajuster votre feuille de route RSE en fonction de ça. Quelles seront les données que vous allez aller chercher les années suivantes, y compris sur votre chaîne de valeur? Quels seront les sujets sur lesquels vous devriez devoir renforcer des politiques, des actions et des cibles? Et donc, ajuster votre plan d'action RSE. Le message global, vous le voyez, c'est un processus en plusieurs étapes. On ne peut pas tellement brûler les étapes. Ça demande un certain temps, à la fois pour échelonner ces étapes dans le temps, pour solliciter vos contributeurs en interne, voire en externe, mais aussi pour venir mûrir la réflexion au fur et à mesure. Donc, on vous recommande vivement d'anticiper cet exercice. Nous, pour avoir accompagné des clients, des entreprises dans cette démarche, ça prend plusieurs mois. Donc, au vu d'Omnibus qui rend un peu flou le timing de publication, on vous recommande tout de même de ne pas vous y prendre trop tard et d'appréhender cet exercice le plus tôt possible. La double matérialité, sa restitution, donc vous devrez la formaliser, vous devrez l'expliquer dans votre rapport. Généralement, on le fait assez spontanément sous forme de matrice, comme vous le voyez sur les illustrations du haut, mais ce n'est pas obligatoire. En termes de format, vous pouvez aussi, et comme le font les grands groupes français qui viennent de publier leur premier rapport, vous le voyez en bas, ça peut se faire via un diagramme, via un tableau. L'idée étant de rendre la lecture de vos IRO et de votre analyse de double matérialité la plus claire et transparente possible pour les futurs lecteurs de votre rapport. Alors, je te laisse la parole. Merci Charlotte. Alors justement, je voudrais faire écho à ce que tu disais Charlotte tout à l'heure sur le gap analysis et l'approche comply or explain. Effectivement, lorsqu'on arrive en fin de gap analysis, c'est finalement là que va se structurer ou en tout cas se faire l'articulation avec l'outillage et la digitalisation du process de reporting. Et en fin de gap analysis, on va arriver du coup
à une situation ou en tout cas une vision de notre niveau de conformité sur la première année, en se disant que je ne pourrais pas tout reporter de manière, fiable la première année et c'est pas grave et donc l'objectif, ça va être de se mettre, en ordre de marche pour les années suivantes et finalement de sortir du gap analysis avec une vision du niveau de conformité et ce qu'on pourrait appeler un schéma directeur du système d'information lié à la durabilité et donc de se partager une ambition commune sur la liste des données qu'il me faut, donc la liste des données qui me manquent parce qu'elles ne sont pas disponibles ou parce qu'elles ne sont pas assez fiables et donc sur chacune de ces données pas assez fiables ou pas disponibles, l'idée c'est de définir des cibles, pragmatiques, et d'avancer étape par étape pour les rendre, disponibles ou aller les chercher et les fiabiliser à un niveau de détail qui sera pertinent pour notre activité. Et donc tout l'enjeu de ce schéma directeur, c'est, de se donner cette vision-là dans le temps avec des étapes, d'embarquer toutes les directions de l'entreprise puisqu'on va aller chercher des données, très éparses pour, tous les métiers de l'entreprise et aller embarquer la DSI, les RH, le département des risques, les opérations et cetera. Et donc il va falloir mettre en place une stratégie d'onboarding de toutes ces parties prenantes internes, penser conduite du changement aussi pour arriver à aller chercher ces informations-là. Et donc, de ce schéma directeur finalement, sortir aussi avec une vision, qu'on appelle de gouvernance de la donnée, et finalement, c'est ce qui va nous permettre de commencer à mettre en place un protocole de reporting. Donc quand on dit gouvernance de la donnée, il s'agit d'avoir une vision, une définition des données disponibles, de l'outil source pour ces données, du rôle, du responsabilité de chaque direction dans la production, de cette donnée et donc le protocole de reporting va nous permettre de mettre tout ça noir sur blanc et finalement d'établir la colonne vertébrale, de notre projet de digitalisation ou en tout cas du process de collecte de la donnée. Donc un peu du qui va saisir quoi et quand. Et lorsque j'ai toutes ces informations-là, je vais pouvoir ancrer ce process dans un outil, dans un process de collecte la première année et ensuite, le faire évoluer. Parce que vous aurez mis en place des démarches de fiabilisation, des démarches pour aller chercher l'information ou pour la détailler. Si on prend un exemple, ça peut être sur le E1, sur la gestion d'émissions, sur les émissions de CO2 ou si je veux affiner, par exemple, mes données d'activité liées au calcul de mon bilan carbone ou si je veux, juste rendre disponibles les informations liées à des déchets, ou à de la consommation d'eau ou aller chercher de l'information sur la biodiversité parce que tout ça est très matériel pour moi. Ça veut dire qu'entre l'année 1 et l'année 2, je vais devoir faire évoluer, les données que je reporte, le niveau de détail que je reporte et donc m'insérer dans une démarche d'amélioration continue, des données que je vais aller chercher, de la fiabilisation et de la disponibilité des données. Et donc, c'est là que se fait l'articulation entre, ce que, détaillait Charlotte sur l'approche de double matérialité, le gap analysis et puis la veille réglementaire aussi, puisque, vous le savez, les ESRS, en tout cas tels qu'ils sont dans l'IG3, sont remis sur la table. Donc, les FRAC travaillent en ce moment sur une version, dite allégée, de ces ESRS. Et donc que ce soit sur la version actuelle ou la version future, dans tous les cas, l'idée, ça va être, d'avoir une vision claire de ce que je reporte année par année, ce que je fais pour reporter de manière plus fiable sur l'intégralité des éléments matériels et sur ce que je reporte, d'avoir une vision claire du qui fait quoi quand et c'est tout ça que je vais ancrer dans un process de collecte, de consolidation de mon information pour in fine, intégrer les informations attendues dans mon rapport de durabilité. Effectivement, l'étape, une fois qu'on a cette liste d'enjeux, cette liste de données à les collecter, c'est comment on anime son processus, de collecte et de consolidation des données. Alors effectivement, le comité de pilotage CSRD est en charge de l'animation, de cette étape-là, auprès des différents contributeurs. Il ne faut pas perdre de vue que les contributeurs sont au sein des différents métiers de votre entreprise, mais aussi potentiellement de vos filiales, de vos différents sites, voire même des interlocuteurs externes sur votre chaîne de valeur. Donc, il y a vraiment une animation à envisager, une gestion. On est vraiment dans une gestion de projet, hein. Il faut qu'ils soient en capacité de comprendre la donnée qui leur est demandée, qu'ils puissent la remonter de façon fiable et que la donnée soit la plus fiable possible. Il faut que vous organisiez et suiviez votre collecte avec une planification des étapes assez fine,
ne pas hésiter à relancer sur les différentes échéances définies avec les contributeurs. Ne pas négliger, ça c'est vraiment notre retour d'expérience aussi, pour l'avoir vécu ces derniers mois, d'accompagner les métiers. La CSRD, elle donne des définitions des données de façon assez précise et pointue. Ça demande un peu d'accompagnement et de pédagogie auprès des contributeurs pour qu'ils s'approprient et qu'ils comprennent vraiment ce sur quoi ils sont attendus. Et puis, une fois que vous aurez collecté toutes ces données, il va falloir évidemment les consolider, c'est une étape vraiment clé. Ce qu'on vous recommande aussi en parallèle de ça, c'est d'effectuer des contrôles sur des échantillons de données pour vous assurer à nouveau de la fiabilité. Là-dessus, effectivement, c'est certainement une des difficultés rencontrées par les différentes entreprises, c'est d'avoir un processus de collecte robuste qui vous permette d'avoir une donnée fiable qui sera ensuite auditée et qui sera vérifiée, qui devra être justifiée. Et c'est là qu'un outil comme Cashuttle devient hyper utile dans tout ce processus également. Et là, je te laisse en parler plus en détail. On ne t'entend plus, Laure, je crois. Excusez-moi, j'ai eu des problèmes de micro. Effectivement. Donc le process de reporting dont on parlait avec Charlotte, l'idée, ça va être de l'ancrer dans un outil pour le fiabiliser, pour le structurer et in fine, crédibiliser votre process de reporting, crédibiliser les chiffres qui sortent. Alors ça passe par plusieurs éléments et plusieurs fonctionnalités qu'on a mis en place dans notre solution. L'idée étant d'une part d'assurer la conformité réglementaire, ça c'est un point non négociable du rapport de durabilité, mais également faire en sorte que finalement la RSE, l'enjeu de conformité devienne un enjeu de transformation de l'entreprise à travers la mise en place d'une stratégie de transformation et des diminutions d'impact. Alors par exemple, comment ça va se traduire? Pour la partie robustesse des données, l'idée ça va être d'automatiser dans un premier temps toute la fiabilisation. Donc déjà s'assurer que via le process de collecte, on va remplacer par exemple des fichiers Excel instables par un outil qui va venir vous permettre de collecter de la donnée, quelle que soit l'unité, quelle que soit la devise, quel que soit l'endroit dans votre organisation, en appliquant dès la collecte les contrôles de cohérence qui vont permettre de gagner du temps parce que dès la collecte, je vérifie des seuils, je vérifie la variation par rapport à l'année dernière, je demande des pièces jointes, je demande des commentaires. Ce qui veut dire que déjà au niveau de la direction RSE, je peux gagner du temps cette partie-là en faisant en sorte que mes contributeurs me, me donnent des données fiables et justes. Et je gagne du temps également au moment de l'audit puisque j'aurai toutes mes pièces jointes, toutes mes variations qui seront d'ores et déjà expliquées à ce moment-là. Donc cette partie robustesse passe par exemple donc par de la collecte structurée, par des contrôles de cohérence et aussi par une partie workflow de validation dont je vous reparlerai tout à l'heure, donc je vais le laisser là pour l'instant. Et puis l'autre objectif d'un outil comme le nôtre, c'est de se dire que au-delà de la conformité réglementaire, l'outil doit être capable de refléter la réalité opérationnelle de chacun de nos clients. C'est-à-dire que si vous prenez un data point quel qu'il soit dans les ESRS, il est son objectif et sa raison d'être, c'est d'assurer la comparabilité entre toutes les entreprises de la place et non pas de donner une vision sur la réalité opérationnelle d'une entreprise de fret en France ou d'une entreprise de médias, etc. Donc, au-delà de la partie réglementaire, l'idée des outils comme le nôtre, c'est d'aller se dire, on va pouvoir embarquer, modéliser l'organisation, les indicateurs d'activité conformément à la réalité opérationnelle de chacun de nos clients. Donc, que ce soit dans le découpage des sites, dans le suivi spécifique de l'activité, on va être capable de modéliser la solution en fonction de l'activité et des zones géographiques d'activité de nos clients. Donc, c'est pour ça que, par exemple, on va être capable de modéliser finement toute la partie fret logistique chez des clients comme Geodis, comme CMA CGM, ou alors de modéliser finement toutes les spécificités liées aux médias au support de diffusion, à la production de programmes télé comme on peut le faire chez M6 en ce moment, ou alors sur la réalité plutôt bancaire comme chez des clients type BPCE ou CNP, la Banque Postale. Donc c'est là qu'en traduisant la réalité opérationnelle de nos clients dans les outils, on va être capable de donner à voir les réels leviers de transformation et d'incarner les véritables enjeux matériels de l'entreprise spécifiquement.
et donc, au-delà de la partie réglementaire, d'aller chercher, des leviers de pilotage qui sont pertinents pour l'entreprise, et c'est pour cela qu'on embarque dans la solution, une série de tableaux de bord qui permettent de mettre en évidence ces informations-là, d'analyser les variations entre 2 années au niveau de la donnée d'activité fine, d'analyser, les corrections qui peuvent être passées également, sur une même année, ou par exemple de se dire que, hem, on va être capable d'avoir des versions corrigées, dites pro forma pour travailler en like for like, donc d'analyser la comparabilité puisque, entre, une baseline 2019 de mon bilan carbone et un objectif 2030, il va se passer beaucoup de choses dans la vie d'une entreprise. Donc il va y avoir des rachats, il va y avoir des variations, de l'inflation, des facteurs d'émission. Donc pour peu que entre 2 années, on ait une inflation galopante, que j'ai, racheté 2 sites et que j'en ai vendu un, je n'ai plus aucune comparabilité entre mes 2 années, et donc l'idée de la solution, ça va être ça, de mettre en évidence les différents effets, liés à des facteurs exogènes et les différents, effets liés à la variation intrinsèque de l'activité de l'entreprise. Donc vous l'avez compris en synthèse, l'objectif, d'un outil de manière générale et de notre outil plus spécifiquement, ça va être évidemment la conformité réglementaire, la robustesse, la fiabilité des données. Je prépare l'audit, je crédibilise mon reporting, et au-delà de ça, j'incarne la réalité opérationnelle de mon entreprise dans la solution pour avoir un réel levier de pilotage et de transformation, long terme. Une fois que vous avez effectivement collecté votre donnée, vous allez rentrer dans la phase de la production de votre rapport. Et tu l'as mentionné, Laure, tout ceci avec en fil rouge la préparation de votre audit à venir, bien entendu. Alors, en termes de rédaction du rapport, effectivement, là, l'idée, c'est de venir mettre en forme les données que vous allez avoir collectées, et tout ça au regard des exigences de publication et d'application de la CSRD. Là, le principal challenge, le principal enjeu, c'est vraiment de pouvoir structurer et formaliser vos informations, notamment les informations qualitatives, parce qu'aujourd'hui, la CSRD a un certain nombre d'informations qualitatives, sur des thématiques qui sont parfois un peu complexes ou assez techniques, et qui répondent donc aux exigences de format de la CSRD. À ce stade-là, en termes de retour d'expérience, une bonne pratique, c'est de formaliser l'architecture cible de votre rapport avec ses différentes sections, ses différentes articulations. Ça vous permet aussi de structurer un peu la façon de rédiger votre rapport. On a, tu mentionnais M6, Laure, on a effectivement en partenariat accompagné le groupe M6, notamment dans la rédaction de son rapport de durabilité sur l'exercice 2024. Là, l'étape de rédaction pure n'est vraiment pas négligeable en termes de temps. Donc, le message, là aussi, c'est de pouvoir anticiper, de ne pas négliger le temps de rédaction. Ce n'est pas uniquement d'aller collecter la donnée, mais c'est aussi de la mettre en forme. Et effectivement, ça prend un certain temps aussi. Un autre point d'attention peut-être, c'est que pour l'avoir vécu ces derniers mois et en règle générale dans le reporting extra-financier, de façon générale en RSE, vous allez solliciter différents métiers dans votre entreprise, différents contributeurs. Un point d'attention, c'est de s'assurer que votre rapport global final ait une certaine cohérence et une certaine harmonisation. C'est d'avoir quelqu'un ou une équipe qui viennent aussi harmoniser le rapport dans son ensemble à ce stade de rédaction. Et puis, c'est à cette étape-là qu'effectivement, tu as mentionné la piste d'audit, Laure. L'auditeur va aller s'approprier, prendre connaissance de vos différents éléments de votre rapport à publier et va vous apporter un certain nombre d'observations. C'est à cette étape-là aussi que vous allez pouvoir intégrer au fur et à mesure les éventuels retours de votre auditeur. Je te laisse la parole, Laure, sur la partie cachetel, sur le rapport et la finalisation de ce rapport. On ne t'entend plus. Vous devriez m'entendre mieux maintenant. C'est bon. Je ne sais pas combien de fois par jour on dit Laure, tu es en mute. Alors, effectivement, donc on arrive au point clé que certains d'entre vous ont dû vivre ces dernières semaines, qui est je prépare mon rapport et je me lance dans la rédaction de mon rapport et je prépare l'audit. Et là, l'enjeu
c'est d'assurer la fiabilité des données que je reporte, d'assurer la crédibilité de son reporting, la crédibilité de ses engagements auprès des différentes parties prenantes. Et là, du point de vue de l'outil, comment est-ce qu'on peut vous aider? On peut vous aider dans un premier temps, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est sur toute la partie workflow de validation. L'idée, c'est d'assurer la traçabilité de l'information d'un bout de chaîne jusqu'à l'autre bout de la chaîne. Et le workflow, c'est ce qui va vous permettre hem, d'intégrer des étapes de validation à tous les moments de l'histoire de la donnée. Donc, depuis le moment où elle a été saisie, chargée, calculée, extrapolée dans un des sites à l'autre bout du monde, validée, on va dire, à un niveau régional et tamponnée en centrale. Et donc toutes ces étapes de validation-là, dès lors qu'elles sont intégrées dans l'outil, elles peuvent être, tracées, auditées, suivies, commentées, expliquées. Et ça, c'est un moment clé de l'audit que d'être en capacité, de pouvoir détailler, toutes ces étapes-là pour, juste expliquer ma donnée finale. Les contrôles de cohérence sont aussi un élément clé pour gagner en efficacité, sur ce process-là. J'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, si d'ores et déjà, vous avez passé l'audit, où vous connaissez vos cas, que vous savez quelles sont leurs attentes, en termes d'analyse de variation, ça veut dire que dès la collecte, on va pouvoir, automatiser, certains seuils, certaines variations. Par exemple, je sais que les entités sur lesquelles je vais mandater mes auditeurs, ça va être les 4-5 plus grosses de mon périmètre. Donc sur ces 4-5 plus grosses entités-là, je vais automatiser des contrôles de variation, par exemple, dès lors que j'ai, une variation de plus ou moins 20, j'automatise, je demande en commentaire, de manière à ce que lorsque mon auditeur arrive sur cette entité-là, sur cette variation-là, j'ai déjà expliqué et je sais déjà ce qui s'est passé. Donc je peux de cette manière-là, gagner du temps sur mon audit. Et puis enfin, tous ces éléments-là doivent être, quoi qu'il arrive, auditables et donc c'est pour ça que dans nos outils, chez Cachetel, on assure une piste d'audit de bout en bout et donc vous avez en lecture directe l'information du qui a saisi quoi et quand, qui a dévalidé, qui a commenté, et tout ça est accessible aux auditeurs. Donc on a un accès à l'application d'ailleurs qui permet aux auditeurs d'accéder aux entités sur lesquelles ils sont mandatés, sur la liste des indicateurs qu'ils ont à auditer et ils peuvent voir la valeur, la variation, la valeur N-1, l'explication, le contrôle, la pièce justificative, etc. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire non seulement je mets en place tous les éléments qui me permettent de fiabiliser, de gagner du temps, et puis je donne accès à mon auditeur à ces informations-là pour que lui aussi puisse gagner du temps au moment de l'audit et in fine, m'assurer que mon reporting, mon rapport de durabilité sortira dans les temps et avec des informations fiables et crédibles. Et je confirme, ça facilite grandement la tâche de l'auditeur que je suis aussi. Alors, dernière slide pour laisser un peu de temps à vos questions, hein. Très rapidement, en résumé, la CSRD, effectivement, c'est une réglementation qui impose ce reporting à un certain nombre d'entreprises. C'est vraiment surtout aussi un levier hyper stratégique. Ça permet vraiment de structurer, ça vous force en fait à structurer votre stratégie RSE, à identifier de nouveaux enjeux, à rendre plus robustes vos politiques et vos plans d'action. La CSRD, elle force à travers ces data points à définir notamment des moyens qui sont nécessaires à la mise en œuvre de vos plans d'action. Donc voilà, ça rentre vraiment dans une démarche de concrétisation et d'aller plus loin pour impliquer la RSE au niveau de la direction, au niveau le plus haut de votre hiérarchie. Ça vous permet vraiment de vous interroger aussi sur l'évolution de votre modèle d'affaires, d'anticiper des opportunités, d'identifier potentiellement des vulnérabilités et d'aller chercher des alternatives. Je vous ai mentionné l'ameublement français, il y a d'autres sujets, évidemment, sur la vulnérabilité face à des ressources naturelles, par exemple. Je pense au coton dans le secteur textile. Voilà, comment est-ce qu'il faut aborder ce sujet dans les années à venir. Sur les parties prenantes externes, on l'a vu, la CSRD est parfois c'est parfois la première fois que les parties prenantes viennent en entreprise et ouvrent le dialogue. Ça vient vraiment nourrir là aussi votre stratégie, votre réflexion. Ça vous permet aussi d'identifier des bonnes pratiques. Et puis en interne, évidemment, il y a des notions d'amélioration de la marque employeur, mais il y a aussi une notion d'adhésion des métiers. Un des défis principaux d'une direction RSE, moi j'ai une expérience de plusieurs années également aussi en entreprise au sein de direction RSE. Le plus grand défi, c'est d'impliquer l'ensemble des métiers sur ces sujets-là. Là, la CSRD, c'est un levier hyper fort là-dessus.
puisque ça rend légitime les travaux, ça permet, en les impliquant dès le début, de favoriser cette esprit d'adhésion et de les intégrer dans les prises de décision importantes sur ces sujets extra-financiers, mais aussi complètement stratégiques. L'idée, c'est maintenant de vous laisser un petit temps pour vos questions. Maintenant, je te redonne la parole. Exactement, Charlotte. Merci déjà pour votre présentation et la clarté de votre décryptage. Donc, on a quelques questions dans le chat. On a Capucine qui a un petit peu répondu aux différentes questions. On la remercie. On va quand même rebalayer les questions pour ceux qui nous ont rejoints en cours de webinaire. Donc, on va commencer par la question de Vincent. Est-ce que le projet Omnibus est déjà d'actualité ou il faut attendre un vote, une validation ou autre? Oui, je prends la question si tu veux, Laure, ça te va? Vas-y. Alors effectivement, le projet Omnibus est d'actualité, il a été rendu public le 26 février dernier par la Commission européenne. En revanche, ça n'est qu'un projet, c'est une proposition de texte aujourd'hui. Donc effectivement, alors on attend qu'il rentre dans ce processus législatif européen où, comme je le disais tout à l'heure, la Commission européenne a fait une proposition, le Parlement et le Conseil vont devoir l'appréhender et potentiellement apporter des amendements. Et une fois qu'ils se seront mis d'accord, l'Europe va donc publier un texte définitif qui devra être transposé dans les droits nationaux des États membres. Donc, c'est un processus qui va prendre du temps. Et c'est le message que j'essayais de passer aussi en termes de décryptage au début de ce webinaire. C'est que notre conseil, en tout cas, pour avoir accompagné un certain nombre de clients sur un premier exercice de mise en conformité CSRD, on vous conseille de ne pas attendre d'y voir plus clair sur l'ensemble des propositions de modification rendues publiques parce que ça risque d'être un petit peu tard pour vous mettre en conformité. Et au-delà de ça, la CSRD, même si vous sortiriez du périmètre d'application, reste un exercice à nouveau très stratégique. Donc, finalement, le reporting volontaire est aussi un exercice à considérer au vu, encore une fois, de votre secteur, de vos activités, de vos financements, de vos enjeux. Si vous avez des enjeux en termes d'attractivité des talents, de rétention des talents, si vous avez des enjeux sur des conditions, des taux d'intérêt en termes de financement, si vous avez des enjeux de résilience de votre modèle d'affaires, en fait, il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent être analysés au prisme de la CSRD. Et donc, l'exercice est hyper intéressant et le reporting volontaire sous un format CSRD ou VSME allégé et reste très intéressant pour vous. Oui, effectivement, j'allais rebondir là-dessus. L'exercice de reporting et les obligations de reporting indépendamment de la CSRD restent finalement pour plein de bonnes raisons et pour toutes vos parties prenantes externes indépendamment de l'obligation européenne. Pour autant, pour ceux qui restent soumis à la CSRD, donc les ex-vague 1 et vague 2, typiquement sur les vagues 1, ce qu'on observe chez nos clients, c'est finalement la poursuite de l'exercice de fiabilisation des données. Donc sur la base du premier exercice qui a été fait de reporting là, tous sortent de la production du rapport un peu fatigués, mais en tout cas avec l'objectif de travailler sur le gap analysis et obtenir un meilleur niveau de couverture pour l'année prochaine. Et les ex-vague 2, alors on a senti un certain ralentissement et des incertitudes suite à Omnibus. Mais là, la tendance qui se dessine, c'est de se dire que finalement, tous les efforts déjà engagés en interne pour mobiliser vos directions, pour mobiliser le CODIR, pour commencer à travailler sur l'analyse de double matérialité, poser le crayon maintenant signifierait tout reprendre, aller dans 1 an et ce serait perdre du temps et finalement ne pas capitaliser sur tous les efforts que vous avez déjà menés. Parce que finalement, ce qu'on au vu, au vu de l'expérience de la vague 1, qui était déjà sur des entreprises, pour certaines, avec un existant assez mature, sur la RSE, il leur a fallu du temps, pour monter le reporting CSRD. Donc ce temps-là, finalement, la nouvelle vague 2, va l'avoir et donc c'est l'occasion de monter les marches peu à peu. En se disant: «Ben, je travaille sur ma feuille de route, donc je pose pas le crayon, je travaille sur ma feuille de route, je travaille sur mes indicateurs». On sait déjà que la plupart du quanti dans les ESRS va rester et donc travailler, le quanti, travailler ce qui est matériel, travailler la fiabilisation,
et puis travailler la partie politique action target qui de toute façon va rester. Donc surtout ne posez pas le crayon, pensez à vous-même de dans un an et dites-vous que dans un an vous serez content d'avoir continué à travailler et avoir maintenu ce fil rouge malgré le décalage. Merci pour votre réponse. On va essayer de répondre aux autres questions du chat. On a une question de Mariette qui demande qu'en est-il du vote du Sénat en France du 10 mars? Oui, je peux prendre le point aussi. Effectivement, donc le Sénat en France, le 10 mars dernier, a adopté un amendement qui proposerait non pas de reporter de 2 ans, mais de 4 ans les vagues 2 et 3. Donc, effectivement, il y a cette actualité côté France. Aujourd'hui, c'est également, là aussi, dans un processus législatif qui n'est pas encore finalisé. Là, il y a une commission mixte paritaire qui doit se prononcer. C'est la prochaine étape. On ne sait pas encore sous quel timing. Donc là aussi, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, puisqu'à ce stade, on ne sait pas prédire en tout cas sur quel timing et si ce texte va rester en l'état. Donc voilà, là aussi, je vous invite vraiment à évidemment suivre de façon précise et proche l'actualité de l'évolution de la réglementation, mais à ce stade, ce ne sont pas des textes définitifs. Je vais essayer d'être assez rapide. Je vois qu'il y a des questions qui sont un petit peu plus spécifiques à chaque situation. Vous avez dans le chat notre modératrice Élise qui vous mettra un questionnaire pour prendre contact si vous souhaitez avoir des questions, poser des questions plus spécifiques à vos situations. On va prendre une dernière question, celle de Frédéric. Quelle méthode utilisez-vous pour faire émerger les IRO, ateliers ou entretiens? Pardon. Merci Frédéric pour cette réponse. Alors effectivement, pour identifier ces IRO, donc ces impacts, risques et opportunités, la CSRD n'impose pas de méthode. Ce qui est intéressant, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de s'assurer que vous le faites sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, que vous identifiez vos IRO sur des horizons de temps, donc court, moyen et long terme, et idéalement que vous intégriez les intérêts de vos parties prenantes. Notre conseil, c'est du coup de les faire participer. Effectivement, dans notre méthodologie propre, on est plutôt sur un format d'atelier, idéalement même en présentiel, avec des experts, des parties prenantes internes et externes. Et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, avec des ateliers un petit peu différents en fonction des différentes thématiques. On vous recommande plutôt de le découper sur l'environnement, le social et la gouvernance, puisqu'on touche des sujets quand même relativement différents. On a pour habitude de le faire sous un format de chaîne de valeur. Donc, de vraiment d'abord nous assurer dans l'entreprise que vous avez schématisé votre chaîne de valeur de façon exhaustive et qu'ensuite, bloc par bloc et sujet par sujet, on identifie ensemble les impacts, risques, opportunités qui vous paraissent être pertinents. Voilà. Mais encore une fois, la CSRD n'impose pas de format. Il y a des guidances qui sont publiées pour vous aider, mais il n'y a pas de format imposé. Merci. On va prendre une autre question de Cécile qui nous dit « Notre entreprise a plus de 1000 salariés mais un statut de SAS et était donc exemptée de l'obligation de reporting NFRD. En conséquence, nous devions faire notre reporting CSRD seulement en 2026 sur l'exercice 2025. Dans ces conditions, donc pas de reporting NFRD, me confirmez-vous que nous avons bien un délai de 2 ans, nous aussi, pour faire notre reporting CSRD? Alors effectivement, le reporting NFRD, c'était l'ancienne DPEF, donc déclaration de performance extra-financière, qui ne s'appliquait pas au SAS. Ce sera la même réponse en fait. C'est qu'a priori, Omnibus proposerait que vous sortiez d'une application dès l'exercice 25 pour être repoussé sur l'exercice 27, donc avec une publication début 2028. Mais encore une fois, Omnibus n'est qu'une proposition de texte en l'état. Et donc, personne, là, je ne peux absolument pas vous confirmer, personne n'est en mesure de confirmer que ça va être maintenu en l'état et que ça va être voté dans un délai suffisant pour vos
préciser ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, c'est un peu le même discours, hein. On vous recommande vivement de commencer quand même à vous pencher sur cet exercice, puisque pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est un exercice intéressant en termes de maturité RSE, et puis d'attendre les différentes actualités à venir. Mais effectivement, vous avez bien compris l'application de l'omnibus tel qu'il est présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas définitif. Merci. On a aussi une question de Aurélie. Bonjour, du fait du potentiel report lié à Omnibus pour la nomination des auditeurs pour le rapport CSRD, que préconisez-vous? Alors, là-dessus, aujourd'hui, la loi française, le droit français actuel en vigueur, c'est la vague 2 donc j'imagine que c'est pour une entreprise de la vague 2 qui doit reporter sur l'exercice 2025. Le texte en vigueur, là, le droit en vigueur, c'est que vous devrez reporter sur votre exercice 2025 et donc avant le 31 décembre, nommer ce qu'on appelle un CAC vert, donc un auditeur sur la partie extra-financière. Aujourd'hui, c'est le texte en vigueur. Donc, effectivement, ce qu'on préconise, c'est que si vous avez la possibilité de repousser une AG qui nommerait votre auditeur à la fin de l'année, ça vous permet de gagner un petit peu de temps pour voir venir les choses. Mais si les modifications qui sont actuellement dans les tuyaux ne sont pas précisées d'ici la fin de l'année, le texte en vigueur aujourd'hui, c'est que c'est l'obligation pour vous de nommer un auditeur extra-financier, effectivement. Merci beaucoup. Et merci à vous pour cette présentation. Juste pour vous rappeler, donc, dans le chat et pour nos auditeurs, que la présentation sera disponible en replay avec le support. Et il ne nous reste plus qu'à remercier nos intervenantes pour ce webinaire et à vous remercier dans le chat pour avoir assisté au webinaire. On vous souhaite une belle journée.